Voilà, c'est parti pour l'enregistrement. Et je vous en prie, donc Laura, vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Canel, pour l'introduction. Donc, Laura Coulomb, je suis neurologue au CHU de Nantes, effectivement. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de faire un petit peu une introduction finalement sur qu'est-ce que c'est les troubles cognitifs et comment ça peut concerner les patients qui sont concernés par la sclérose en plaques. Donc, je vais pouvoir commencer. Je sais pas, vous m'entendez bien? Juste avant qu'on... Ok, très bien. Donc les fonctions cognitives, de quoi on parle quand on parle de fonctions cognitives? Vous pourrez aussi parfois entendre le terme de fonction supérieure. Alors finalement, c'est un terme très général qui désigne finalement tous les processus mentaux et les capacités de notre cerveau qui nous aident et qui nous permettent d'effectuer une tâche, quelle qu'elle soit finalement. Donc il y a plein de tâches différentes, la mémoire, le jugement, le raisonnement, l'attention, il y en a plein d'autres. Et donc finalement, on les divise souvent en trois grandes catégories. Donc, la mémoire, la première catégorie. Après, il y a ce qu'on appelle d'autres fonctions qu'on appelle les fonctions instrumentales, donc qui comprennent les capacités de langage, les capacités gestuelles, donc faire des gestes dans la vie quotidienne, et les capacités visio-spatiales, notamment pour s'orienter. Et enfin, tout un tas d'autres fonctions que nous, on appelle les fonctions exécutives. Et donc là, c'est tout ce qui va nous permettre à la fois de planifier et de réaliser des actions, de résoudre des problèmes, de raisonner, d'anticiper, de prendre des décisions, des capacités de jugement, etc. Donc ces trois grandes familles de fonctions cognitives, c'est comme ça, c'est à partir de ces trois grandes familles qu'on raisonne. Donc, chez les patients qui ont une sclérose en plaques, effectivement, au cours de la maladie, parfois, les lésions de démyélinisation qui touchent la substance blanche, qui peuvent survenir dans le cerveau, et ben, selon les zones qu'elles peuvent toucher, ça peut être responsable de troubles cognitifs. On sait bien que ça peut être responsable de troubles moteurs, de troubles sensitifs. Ça, c'est la présentation clinique assez classique, finalement, des poussées de symptômes. Mais aussi, ce qui est un peu moins connu, c'est que parfois, ça peut provoquer des altérations dans les, les réseaux en fait de neurones et les réseaux au niveau du cerveau qui nous servent à la cognition et donc ça peut provoquer en soi des troubles cognitifs. Et de la même manière, dans les formes de sclérose en plaques qui sont plutôt progressives, et ben, l'inflammation qui cette fois est plus diffuse, ça peut également être responsable de troubles cognitifs. Ça signifie pas effectivement que l'intelligence diminue. Ce que je disais, c'est que c'est plutôt une altération de certains mécanismes et de certains réseaux, des zones du cerveau qui ont plus de mal à communiquer entre elles. Ben, ça, des réseaux cognitifs, et donc ça peut être responsable de ces difficultés-là. Donc, les troubles cognitifs chez des patients qui ont une sclérose en plaques, pendant longtemps, on a considéré que ça concernait surtout des patients qui avaient une maladie qui évoluait depuis de nombreuses années ou qui avaient une maladie très sévère. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, parfois, ça pouvait être présent de manière moindre, mais présent quand même dès le début de la maladie. Alors, ça concerne de manière globale, selon les études, vous voyez, c'est assez large la fourchette, mais de 40 à 70% des patients, parce que les études, elles sont pas forcément évidentes à mener en termes d'épidémiologie pour savoir combien de patients présentent des difficultés, parce qu'il faut définir exactement qu'est-ce que c'est les troubles cognitifs, à partir de quel seuil on dit qu'il y a des difficultés cognitives. Et après, pour mener des études larges, c'est compliqué. Donc, on dit a priori entre 40 et 70%, donc ça concerne quand même, enfin, en tout cas, c'est significatif, c'est pas négligeable, il faut le prendre en compte. Donc, je vous le disais, parfois, ça peut être présent dès le début de la maladie. Et effectivement, parmi ces 40 à 70% des patients qui ont des difficultés cognitives, la majorité, ça reste des difficultés cognitives qui sont considérées comme légères à modérées, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un impact dans la vie quotidienne. Et parfois, ces atteintes cognitives, elles sont plus sévères, vraiment très invalidantes et sévères, mais ça, c'est quand même plus rare. Ça concerne moins de 10%, on dit, des patients. Ces troubles cognitifs, ils peuvent être très variables d'un patient à l'autre, avec pas forcément la même gène. Et la survenue, comme je vous le disais, c'est possible dans toutes les formes de la maladie, que ce soit dans la forme à poussée, récurrente, rémitante, ou la forme primitivement progressive, ou la forme secondairement progressive. Et ce qui est un petit peu moins connu, mais qu'on commence à mettre en évidence maintenant, c'est que
La survenue d'une poussée cognitive, eh ben, c'est possible. Très souvent, ça s'accompagne quand même d'autres symptômes, des difficultés motrices, sensitives, des problèmes de marche, mais ça peut arriver parfois qu'on ait une poussée avec une symptomatologie cognitive, donc des difficultés de mémoire, concentration, etc., qui soit isolée. C'est pas impossible. Donc, effectivement, ces troubles cognitifs chez des patients qui sont concernés par la sclérose en plaques, ça peut prendre des formes très variées. Le plus fréquemment, c'est quand même ce qui est rapporté des difficultés de concentration, des difficultés de maintien de l'attention et en rapport avec la fatigabilité, qui est un symptôme qui est bien connu dans la maladie. Quand on regarde un petit peu quelles sont finalement plus en détail les atteintes les plus fréquentes chez les patients qui ont une sclérose en plaques en termes de troubles cognitifs, bah, la première, c'est ce qu'on appelle la vitesse de traitement de l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement un ralentissement pour accueillir des informations et les traiter. Ça veut dire que bah, on va réussir à faire une tâche, mais on va être un peu plus ralenti pour l'effectuer. Et bah, dans la vie quotidienne, par exemple, c'est si on est pris par le temps, qu'on est un peu pressé, qu'on fait face à plusieurs sollicitations simultanées, et bah, on va être peut-être un peu moins efficace, un peu moins rapide que quelqu'un qui n'a pas de sclérose en plaques pour effectuer cette tâche. La deuxième atteinte la plus fréquente qui est rapportée, c'est la mémoire, la mémorisation. Et donc ça peut être lié à la vitesse de traitement de l'information, mais parfois c'est des mécanismes directs de mémorisation qui sont touchés également, et ça peut bah, se traduire là, par exemple, une difficulté pour se rappeler d'un événement, de circonstances précises d'un événement passé, etc. Ces difficultés cognitives, bah, vous l'imaginez bien, elles peuvent avoir des retentissements assez multiples. Donc, dans la vie quotidienne et en premier lieu sur le plan professionnel, sur le plan du travail, si on a plus de difficultés pour un ralentissement un petit peu plus important, bah, effectivement, ça peut avoir un retentissement sur le travail, sur la vie sociale, sur les activités quotidiennes et donc un impact dans la qualité de vie, d'où l'importance d'avoir connaissance et de prendre en charge ces difficultés-là. Effectivement, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à détecter finalement et à parler des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques? Bah, déjà, pour pouvoir expliquer le lien qu'il peut y avoir avec la maladie, ce qui permet parfois de déculpabiliser aussi, parce que quand on a l'impression d'être un petit peu plus lent qu'auparavant pour réaliser une tâche, bah, dans la vie professionnelle, parfois on peut être culpabilisé, on peut se demander ce qui se passe. Bah, le fait de pouvoir mettre un mot dessus et de dire, bah oui, ça a un lien avec la maladie, déjà, ça permet de déculpabiliser. Aussi, bah ça, on va le voir avec Estelle ensuite, mais il y a des choses qu'on peut proposer, des stratégies à mettre en place, une prise en charge à proposer, qui peut permettre ensuite d'améliorer la qualité de vie. Donc effectivement, ce qui permet voilà, cette petite introduction pour vous dire, et vous, est-ce qu'il vous arrive finalement de rencontrer des difficultés dans votre vie quotidienne et comment est-ce que vous parvenez à mettre en place des stratégies et est-ce qu'on peut vous aider, nous, là, en discutant tous ensemble, à mettre en place des stratégies pour améliorer ces difficultés dans la vie de tous les jours. Je vous remercie. Merci Laura. On laisse un peu de temps parce que voilà, le temps, il faut le temps de réfléchir un peu. Est-ce que Alors, toujours en lien avec la mémoire, je vois effectivement, on a une première réaction de Dalila Mou qui dit, voilà, très en lien avec la mémoire. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Oubli des conversations, oubli de ce que vous devez faire. Ah, là, on est aussi sur l'attention, hein. On a Sandy Arnaud qui parle de la difficulté parfois à tenir une conversation entière. Dalila qui reconfirme, oubli de conversation, de rendez-vous, de liste de tâches si je ne note pas. On a aussi Élodie Beucher qui parle de ce qu'on appelle, nous, le manque du mot. Difficile à sortir un mot. On l'a sur le bout de la langue, mais ça peut être dur de le trouver. À concentration à la fac, ça joue aussi effectivement la fatigabilité qui revient pas mal. Donc pour suivre des cours, suivre des choses, ça peut être un peu difficile. Du coup, on a les premières pistes qui arrivent. Les listes, c'est indispensable, effectivement. La fatigue qui peut empêcher de bien réfléchir, des post-it, l'agenda qu'il faut toujours avoir sur soi. Parfois oublier les choses qu'on doit faire. Ah, j'ai été capable de faire une bûche au chocolat sans chocolat.
Effectivement, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est la concentration. Pendant qu'on est en train de faire l'activité, on perd le fil et on oublie une étape. Ça arrive. Ah, les difficultés d'orientation dans un lieu connu. Donc, se perdre un peu, avoir du mal à retrouver où se trouve telle salle ou telle salle dans le travail. Donc, ça, Laura Coulomb en parlait un petit peu dans les fonctions instrumentales, les capacités visuospatiales. Elles sont moins fréquentes, mais elles existent. Il y a effectivement des études qui montrent que on peut avoir des difficultés à s'organiser, à se repérer dans l'espace. Donc, je vois beaucoup les post-it qui reviennent comme possibilité. Et la vitesse, effectivement, d'exécution des tâches. Donc, globalement, les retours, alors, ce qu'on n'avait pas évoqué, par contre, c'était le manque du mot, qui est moins, qui fait peut-être moins l'objet de recherche. Mais donc les difficultés de concentration, de mémoire immédiate, on va en parler un peu aussi de mémoire prospective, c'est-à-dire retenir des choses qu'on va faire plus tard, hein, les rendez-vous. Là, c'est là où on a pas mal d'agenda. Il y a pas mal d'applications. Je vois effectivement Dalila nous parle des applications qui peuvent être bien, Google Agenda, Notion. Des listes, c'est indispensable. Le problème, c'est que je perds les post-it. Ah, effectivement, c'est peut-être pour ça que les outils numériques, si on est à l'aise avec, on risque moins de perdre que les petits bouts de papier sur lesquels on note les choses. Donc, une application sur le téléphone, c'est pas mal. Alors, ça, c'est intéressant. La difficulté à cuisiner, si on n'a pas la recette sous les yeux, ça va plus être sur l'organisation et ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc se planifier, s'organiser. Bah, je pense que du coup, il y a déjà un peu, rien que le fait que la personne parle de si je n'ai pas la recette, bah, ça peut être une piste, hein, avoir la recette sous les yeux. Donc, certains collègues me reprochaient de ne pas être assez rapide et j'ai dû quitter l'emploi. Bah, c'est ça, on va en parler. C'est vrai que l'impact sur la vie professionnelle est importante aussi. Parler plus lentement quand on est fatigué, ok, problème de flexibilité mentale. Est-ce que ça vaut le coup de réaliser un bilan mémoire? Et bah, c'est vrai que tout va dépendre. Et on va peut-être pouvoir donc l'évoquer avec l'intervention. Ah, donc là, on a un peu les solutions qui commencent à arriver. Dormir, évidemment, effectivement, pour contrer la fatigabilité, s'assurer des bonnes nuits de sommeil autant que possible, tout simplement. Ne pas se surcharger. Tout à fait. Estelle, je vous laisse si vous voulez réagir, parce que je vois qu'il y a déjà des pistes qui, à mon avis, vont faire lien avec ce que vous avez proposé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Faire de vraies pauses pour se recentrer. Tout à fait. Elodie Becher qui nous dit ça. Ah, au travail, ne pas répondre immédiatement aux questions compliquées, se donner un délai de traitement. C'est tout à fait vrai. Noter la question, dire j'y reviens, je reviens vers vous et prendre le temps. Ah, je connais pas l'application Neuronation. Moi non plus, je l'ai noté. Mhm. Regardez après. Mhm. Alors, bon, il y a une question sur est-ce qu'il y a des médicaments, des traitements qui peuvent majorer les symptômes. Ça mériterait un webinaire entier. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps d'évoquer l'effet des médicaments sur les symptômes cognitifs. On va voir si on a le temps un peu, on va en parler un peu rapidement. Le sport effectivement peut aider à plein de niveaux. Ouais, mettre des alertes sur le téléphone, ça pourrait être pas mal. Je vois que donc il y a quand même beaucoup d'idées. Peut-être que je vais essayer de les synthétiser après, mais on va aussi faire la présentation d'Estelle Lamy qui, elle aussi, donc je pense, va retrouver un peu dans son travail des choses que vous avez suggérées dans l'espace discussion. Je vois qu'il y a aussi des personnes qui ont écrit plus dans l'espace questions et réponses. Donc c'est les deux bulles. Écrivez plutôt dans l'espace discussion, comme ça, moi, ça me fait un seul endroit où chercher. Ah, bah, par exemple, c'est vrai que je vois Warnier qui disait, moi j'évite les post-it pour faire fonctionner ma mémoire. Donc, ça, on peut questionner effectivement le fait d'essayer de faire de la stimulation, s'obliger, se forcer un peu, mais bon, faut pas non plus se mettre en difficulté. Ok. Donc, je vous laisse Estelle Lamy, neuropsychologue, qui travaille justement sur les techniques pour
essayer d'adapter au quotidien quand on a des difficultés cognitives, je vous laisse faire une présentation. Voilà, merci. Merci, Canel. Alors, je reprends. Voilà. Donc merci de m'avoir invité à partager ce webinaire avec vous. Alors, j'ai noté un peu pas mal de choses que vous avez marquées. Je vais essayer de répondre à certaines choses. Alors, c'est vrai qu'en petit espace de temps qu'on a, ça va être difficile hein, de trouver forcément à chaque fois des solutions totalement miraculeuses aux différents problèmes. L'objectif, c'est juste de vous expliquer un petit peu comment on peut fonctionner et puis comment on peut aménager un petit peu au mieux son quotidien, en sachant que oui, voilà, il y a déjà plein de choses que vous avez mis en place. Alors, je vais commencer juste j'ai commencé par rappeler quelques difficultés cognitives qu'on peut ressentir dans le cas de la sclérose en plaques. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici, vous allez me lister plein d'autres dans le chat. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses différentes en lien avec les différentes fonctions exécutives dont on a pu vous parler tout à l'heure. Et après, la question, effectivement, c'est de savoir comment agir. Donc, parler un peu des trucs et astuces. Donc là, vous en avez déjà listé pas mal ensemble, hein. Effectivement, le fait de noter beaucoup les informations, le fait d'utiliser le téléphone, le fait d'adapter un petit peu son rythme de vie, le fait de faire des pauses. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être mis en place. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous, on constate, c'est que les personnes mettent en place très spontanément des adaptations sans même le savoir. Et c'est vrai que ça leur permet de fonctionner au mieux dans la vie quotidienne très longtemps sans avoir trop de gêne dans leur quotidien. Donc, les trucs et astuces, on en a déjà un peu parlé pendant l'interlude entre les deux. Donc, on en reparlera un peu plus tard, peut-être pour synthétiser un peu tout ça. Mais si on passe un peu à la suite, l'objectif n'est pas forcément de vous dire à chaque fois, de vous dire des solutions miraculeuses, mais un peu comment on peut agir, savoir quand il y a une difficulté qui se passe, quand on est confronté à un problème, la première chose, ça va être de dire il y a peut-être plusieurs étapes qui peuvent être mises en place pour savoir trouver la meilleure solution. La première étape, ce serait peut-être déjà d'analyser le problème, savoir on est confronté à une situation un peu problématique, on n'arrive pas à retenir ce qui se passe dans une conversation, on n'arrive pas à retenir ce qui se passe dans une réunion. Et la question, ça va être de savoir pourquoi à ce moment-là, on a cette difficulté-là. Donc, analyser un peu, est-ce que la difficulté ne se pose qu'au travail? Est-ce que ça se pose juste à la maison? Est-ce que c'est dans un contexte où la fatigue est plus importante que d'habitude et du coup avec le retentissement qu'il peut y avoir sur le fonctionnement cognitif? Est-ce que c'est un problème juste de mémoire hein, ou un problème ou un autre problème cognitif? Alors c'est vrai qu'on a pu l'évoquer, hein, les personnes ont souvent l'impression que c'est vraiment la mémoire qui est problématique, hein, alors que en fait quand on fait le bilan neuropsychologique, souvent effectivement comme j'ai pu voir dans le fil de discussion, en fait les personnes disent bah non en fait la mémoire elle fonctionne bien. Et la question est de dire, c'est pas tellement la mémoire qui pose problème, mais effectivement d'autres difficultés d'ordre effectivement attentionnel notamment, ou la vitesse de traitement qui est ralentie, qui fait que le système cérébral se met en place un peu plus difficilement, c'est un peu moins facile de mémoriser, mais c'est vraiment plus des fois secondaire d'une autre difficulté d'attention, d'une fatigue qui fait qu'on n'est pas dans de bonnes conditions pour retenir. C'est ce qui fait des fois qu'il peut y avoir cette dissociation entre quand on fait un bilan et le fait de se dire bah non, mais le bilan est très bon, il n'y a pas de souci, et le fait que dans la vie quotidienne, il reste des difficultés parce que c'est pas si simple que ça. Mais souvent, la difficulté ne provient pas vraiment de la mémoire, mais plutôt d'autre chose. Et c'est plus un problème secondaire. Et ça peut être aussi le fait de dire, est-ce que la difficulté survient quand on est interrompu dans une tâche? C'est assez souvent que les personnes disent, ça se passe bien, je suis dans une activité, puis je suis en train de faire quelque chose, et puis tout à coup, le téléphone sonne, et à ce moment-là, effectivement, j'ai beaucoup plus de mal à reprendre ce que je suis en train de faire, je sais plus, et voilà. Donc tout ça, en fait, nous, ça nous fait, en tant que neuropsychologue, ça nous fait intervenir, en fait, des difficultés cognitives qui sont un peu différentes,
Mais tout ça, c'est intéressant de dire, si c'est au travail, peut-être que c'est lié aux conditions de travail, le fait que je suis dans un open space, qu'il y a beaucoup de bruit autour, et que c'est peut-être cette difficulté-là qui du coup, est problématique. Donc peut-être qu'il faudrait que j'arrive à travailler un peu plus en isolé. Enfin voilà. Donc à chaque fois qu'on analyse un peu la difficulté, on peut des fois déjà commencer à trouver une petite solution un petit peu pour permettre d'améliorer la situation, le problème. Une autre, et encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites, mais voilà, c'est vraiment une amorce, de dire, il y a un problème, essayer d'identifier un peu les facteurs qui peuvent un peu arriver à cette situation problématique. La deuxième, c'est de savoir un peu, l'intérêt, c'est de se connaître. Donc, de connaître ses points forts, de connaître ses points faibles, savoir si on a plus une mémoire verbale, une mémoire visuelle. Ça peut être intéressant pour dire, effectivement, dans certains cas, les personnes vont dire, moi, j'ai besoin de voir l'information écrite. Ça me permet de la mieux mémoriser. Et puis d'autres vont dire, oui, mais moi, j'ai besoin d'écrire les choses pour savoir. Et donc là, le fait de connaître ses points forts et ses points faibles, ça permet justement de savoir par quel canal on va utiliser pour permettre de fonctionner un petit peu au mieux. Le fait de se connaître, ça permet aussi de savoir ses propres limites. De savoir si effectivement le fait de rester concentré pendant 1 heure, est-ce que ça va être fatigant pour nous? Auquel cas, on va essayer de faire des petites pauses auparavant, on va essayer de mettre en place des choses pour éviter d'arriver un peu à cette situation où on sait qu'on n'est pas dans de bonnes conditions de faire travailler un peu son cerveau. Et donc, le fait justement de se connaître, le fait de savoir ses limites, tout ça, ça va nous permettre de s'adapter au mieux à la situation présente et qui fait que on va essayer un peu différentes solutions, mais qui va nous faire dire que oui, cette solution-là, elle n'est pas forcément adaptée dans ce contexte-là parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans de bonnes conditions, je suis un peu fatiguée. Donc aujourd'hui, je vais procéder de telle façon pour permettre au mieux de pouvoir fonctionner. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir analyser la situation problème, le fait de se connaître, et qui va permettre à la personne de s'adapter au mieux. Alors, après, c'est un peu ce que le docteur Couloum vous disait, hein, c'est que là, je vous ai mis une petite diapo de savoir un peu comment ça fonctionne au niveau des processus cérébraux qui sont mis en œuvre lorsqu'on le cerveau doit apprendre une situation. Donc, en premier, il y a l'information qui arrive au cerveau, il y a un enregistrement en mémoire qui se fait de manière assez rapide, et puis par le biais d'un circuit cérébral, d'un réseau cérébral, le cerveau va stocker des informations à un endroit précis du cerveau, et ces informations pourront par la suite être récupérées par un autre processus euh, cérébral, et on va pouvoir comme ça consolider aussi des informations sur le long terme. Donc là, c'est un peu le processus classique de mémorisation. Et en général, les personnes, quand elles ont une sclérose en plaques, elles pensent que leur mémoire, elle fonctionne pas bien. Mais en fait, c'est pas la difficulté ne porte pas sur tous les niveaux. Ce qui pose problème en général quand on a une sclérose en plaques, c'est l'enregistrement en mémoire immédiat parce que il y a un impact, une difficulté de concentration ou d'une mémoire de travail qui est saturée, c'est-à-dire que la mémoire, elle est forcément en capacité limitée, et quand on a trop d'informations à gérer en même temps, voilà, la mémoire, elle sature. Donc, on ne peut pas tout retenir à la fois, et c'est plus ces éléments-là qui viennent interférer sur la mémorisation. Donc, on est fatigué, donc on a du mal à bien se concentrer, donc on ne retient pas très bien les choses. Et on a besoin des fois que la personne redise une deuxième fois l'information pour justement combler un petit peu les petits manques, les petites choses qui n'ont pas été évoquées, qu'elle n'a pas pu retenir lors de la première présentation. Donc il y a cet enregistrement en mémoire qui peut être compliqué, et l'autre difficulté peut porter au niveau de la récupération des informations, qui fait du ralentissement, le fait que le lien ne se fait pas aussi facilement. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la capacité de stocker les informations, elle reste généralement très bien conservée dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, on est très loin des problèmes que peuvent avoir des personnes du style qui ont une maladie d'Alzheimer et qui ont des troubles de mémoire beaucoup plus importants. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on fait un bilan neuropsychologique, les personnes, on leur dit, votre mémoire, elle fonctionne plutôt bien parce que la mémorisation est plus lente, mais généralement, elle est possible. Et le cerveau stocke bien les informations, et ça, c'est important à savoir.
Donc, il faut juste des fois répéter de les informations une fois ou deux, noter par le fait effectivement, de prise de notes, de post-it. Et ces informations-là, elles reviennent. Elles mettent un peu plus de temps, mais elles reviennent bien. Le cerveau reste en bonne capacité d'apprentissage. Alors, après, ce qui veut dire aussi que pour améliorer sa mémoire, il suffit des fois d'adapter certaines choses, qu'on n'a pas forcément à mettre en place des moyens hyper développés de processus de compensation ou de processus de stratégie de moyens mémotechniques. Le simple fait effectivement de se connaître, hein, simple fait d'améliorer certains points, ça permet d'améliorer les conditions dans lesquelles on est amené en fait on est amené à apprendre. Donc ce qui est connu, c'est le fait de la situation de double tâche, donc de faire deux choses à la fois. C'est quelque chose qui est assez difficile du fait des difficultés cognitives de la sclérose en plaques. Ce qu'on vous a expliqué, effectivement, le cerveau fonctionne un petit peu moins vite et plus vite saturé en concentration. Donc, le fait de faire deux choses à la fois, bah, forcément, ça fait que la mémorisation se fait moins facilement, on fonctionne moins bien, il y a un risque d'erreur plus important. Le fait de s'aménager des temps de pause, c'est quelque chose qui est important également, vous le connaissez, hein, le fait, on fatigue très vite, donc le fait de faire des fois des petites pauses, d'aller prendre un café ou d'aller faire un petit tour dehors, ça permet des fois de pouvoir récupérer et de pouvoir être dans de meilleures conditions par la suite pour continuer à travailler. Bien se concentrer sur ce que l'on fait, effectivement, et éviter le bruit ambiant, parce que ce sont des choses qui sont un peu délétères. Donc, des fois, le simple fait de jouer un peu sur ces facteurs externes, hein, ça permet d'être dans de meilleures conditions pour être en situation d'apprentissage et de mémorisation. Alors, après, il y a aussi des stratégies facilitatrices pour la mémorisation qui existent. Alors, je ne vais pas toutes vous les évoquer, mais j'en ai sélectionné un peu, enfin, deux grandes. La première, c'est une méthode de facilitation, notamment lorsque on est amené à retenir des informations qui soient cohérentes. Ça peut être un texte ou un cours qui est à retenir. Et donc, dans cette méthode de facilitation, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment de développer des opérations de compréhension et d'organisation des informations entre elles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de bien comprendre un peu la logique un peu de l'histoire ou du texte pour justement retenir au mieux les différentes informations. Donc, on travaille vraiment sur la logique, sur la synthèse de l'histoire ou du texte, et ça nous permet de retenir vraiment la substantique moelle quelque part. Et après, dans des autres méthodes qui peuvent être réalisées, et c'est souvent ce qui est réalisé dans les séances un peu de rééducation, c'est les méthodes de réorganisation, notamment importantes lorsque les informations ne sont pas reliées entre elles. Par exemple, associer un nom avec une image. Donc, effectivement, ici, vous avez un petit exemple où vous avez donc cette petite image avec, on va essayer d'identifier, de faire la mémorisation entre le prénom, le nom de famille et le métier. Donc, on va créer, donc les personnes peuvent utiliser différentes stratégies. Ça va être le fait de dire, bah, tiens, cette personne, elle a des couettes, ça ressemble un peu au queue des poneys, donc voilà, c'est donc Madame Poney, bon bah elle est éleveuse, on voit bien que elle est éleveuse de poneys, voilà. Et moi, ce que je dis souvent effectivement aux patients pour cette histoire, c'est que moi, cette personne-là, quand j'essaie de créer un peu une image visuelle pour essayer ou une histoire en tout cas pour retenir un peu ces faisceaux-là, c'est de me dire, bah voilà, j'imagine bien cette personne qui est en train de conduire en fait sa voiture Mégane et avec derrière son van où elle transporte des poneys pour les emmener. Donc voilà, l'essentiel, c'est vraiment de créer du lien, d'essayer soit autour d'une histoire, soit autour d'une image. Et donc le fait d'ajouter de la signification et des indices, ça va faciliter la récupération après en mémoire. D'autres genres de stratégies qui sont aussi un peu celles que je viens d'évoquer et qui sont extrêmement utilisées et très reconnues comme méthode efficace, ce sont tout ce qui est technique d'imagerie mentale, où on essaie de relier les éléments présentés verbalement dans une image mentale qui soit interactive. L'une des techniques qui est celle-ci, c'est un peu celle de la technique, de la méthode du Palais Royal ou
la méthode des lieux, la méthode des loci, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment d'essayer d'identifier un espace en fait intérieur qui est toujours le même à chaque fois, avec différentes places en fait spécifiques et à chaque fois, on essaie de se promener à l'intérieur de cet endroit, toujours dans dans l'intervalle, en essayant de placer des endroits spécifiques pour après, c'est-à-dire quand on se balade, on va récupérer les endroits, les informations à retenir de la manière la plus facile possible. Donc, c'est une méthode qui est très intéressante, qui demande un petit peu de temps d'apprentissage. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui ont fait un peu leur preuve hein, pour essayer de faciliter la mémorisation des informations. Euh, il y en a encore d'autres, certainement, mais là, c'était juste un petit condensé. Et il ne faut pas oublier effectivement aussi tout ce qui est stratégies qui sont alternatives dont vous avez parlé, hein, euh, que les personnes mettent en place spontanément, parce que ce sont des choses qui fonctionnent bien. Hein. C'est le fait d'utiliser tout ce qui est agenda. Les post-it sont intéressants. La difficulté des post-it, c'est qu'effectivement, ça peut être multiplié et on peut avoir des difficultés après à les retrouver. Donc, soit il faut avoir un endroit vraiment spécifique toujours où on met au même endroit tous ces post-it et qu'on fait le tri assez régulièrement pour ne pas se retrouver après avec des post-it qui datent de 1 an et d'autres qui datent d'il y a 6 mois, ainsi de suite. Il y a effectivement aussi tout ce qui est les techniques de la technologie actuelle, le téléphone, la possibilité des alarmes téléphoniques, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'adaptation de la vie quotidienne. Hein. Les personnes disent souvent, ce que je peux entendre, c'est le fait de dire, bah oui, je sais que ce soir, j'ai une soirée, ça va être compliqué, donc je sais qu'aujourd'hui, bah, cet après-midi, j'ai prévu du temps pour me reposer, et puis demain, je sais que j'ai prévu de me reposer aussi parce que je sais que le lendemain, en général, je suis assez fatiguée. Donc voilà, les personnes adaptent un peu les choses pour fonctionner au mieux à un moment donné, être le moins gêné possible. Et là, c'est à ce niveau-là qu'on revient sur ces difficultés, enfin, cette importance de se connaître. En dernier point, j'ai marqué une petite image pour effectivement dire qu'il y a aussi la possibilité d'aller entreprendre un travail de remédiation cognitive auprès de professionnels un peu dédiés. Et donc, avec 2 corps de métier qui peuvent être un peu plus listés, donc l'orthophoniste et le neuropsychologue. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites, hein, mais en gros, les dernières diapos, c'est pour vous montrer que cette prise en charge, en tout cas cette remédiation cognitive, elle peut se faire de 2 sortes. Soit peut se faire en groupe, c'est ce que l'on fait nous au CHU Nord, on fait des petits groupes de patients sur quelques sessions pour justement comprendre un peu plus comment fonctionne le cerveau, et puis on le met en place au travers de petits exercices. Et c'est vrai que la situation groupale est assez intéressante parce que les personnes peuvent communiquer entre elles, se dire un petit peu leurs différentes difficultés, l'impression de se sentir moins seule. Et puis, voilà, le fait de se dire, bah, en fin de compte, c'est pas si mal que ça, j'y arrive pas si mal que ça, et c'est plutôt positif. Et puis, ce qui est fait le plus souvent, c'est la situation en individuel, que ce soit auprès de l'orthophoniste ou du neuropsychologue. Et la dernière diapo, c'est un peu celle-ci. L'objectif de la prise en charge par un professionnel, ça va être effectivement de réduire la gêne cognitive ressentie au niveau du quotidien, sur le plan professionnel surtout, d'essayer de réorganiser un petit peu les choses pour qu'on soit un petit peu moins gêné, d'essayer de renforcer un peu les facultés, les compétences cognitives des personnes, parce qu'elles en ont plein, même si elles sont des fois un peu de dire bah, ça va pas, ça va pas. L'objectif, c'est de leur montrer qu'il y a plein de choses qui vont bien. Donc tout ça va permettre à la personne de compenser au mieux. Et le gros intérêt aussi de ces prises en charge par un professionnel, c'est vraiment de renforcer la confiance en soi. C'est vrai que les personnes, elles sont des fois un petit peu, elles arrivent à toutes leurs difficultés et avec l'impression que vraiment rien ne va. Et l'objectif de ces différentes prises en charge, c'est vraiment de dire bah, qu'en fin de compte, effectivement, il y a encore plein de choses et que la situation, généralement, elle n'est pas si grave que ça. Et ça permet effectivement de se sentir un peu plus confiant dans ses propres capacités et d'affronter au mieux la suite. Et je crois que j'en suis arrivée à la fin de ce que j'avais à vous communiquer comme information. Ok, merci beaucoup Estelle Lamy pour cette présentation qui effectivement, je pense, complète, enfin, est une bonne suite à toutes les suggestions qu'on avait eues. On avait pas mal de suggestions bah voilà, d'aide externe. Donc effectivement, j'allais le dire, vous pouvez continuer dans le chat à réagir, peut-être effectivement poser des questions.
Est-ce que c'est important de faire des bilans de mémoire réguliers si on se trouve face à des difficultés? Est-ce que vous voulez répondre, Estelle, Après, alors, ça peut être, en tout cas, ce qui est au CHU de Nantes, il y a souvent des bilans de référence, effectivement, qui sont faits au début de maladie, histoire d'avoir justement un premier niveau. Et après, cette évaluation peut être répétée. Euh, Après, je trouve pas forcément utile de faire des bilans tous les 6 mois ou tous les ans. Mais effectivement, il peut être intéressant de pouvoir réaliser des évaluations à quelques temps d'intervalle pour voir un peu comment tout ça peut évoluer. Après, il y a tout ce qui est dans les centres de rééducation, où effectivement, où il y a ces possibilités d'avoir accès à ce plateau hmm. de bilan neuropsychologique. En tout cas, c'est vrai que ça passe par votre médecin, soit le neurologue, soit parfois les médecins traitants aussi peuvent vous orienter, votre médecin généraliste. Je vois aussi qu'il y a une question, est-ce que les troubles de concentration peuvent être similaires au TDAH? Donc, je rappelle, les TDAH, c'est troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est un trouble donc à part, qui n'est pas un trouble lié à la sclérose en plaques, qui est un trouble qui existe. Euh, Souvent, on le découvre plus à l'enfance, durant l'enfance. Alors, le lien, je vous laisse peut-être répondre du coup, Estelle, TDAH, concentration, est-ce que c'est similaire? Pour moi, non. Alors, je ne suis pas une spécialiste du TDAH, mais c'est pas, on n'est pas du tout dans, enfin, pour moi, on n'est pas dans le même cas de figure, hein. C'est souvent pour moi un défaut enfin, une grande fatigue qui fait qu'on n'est pas en bonne capacité vraiment mobiliser. Le TDAH, c'est vraiment des difficultés à mobiliser à un moment donné une ressource attentionnelle avec une dispersion de l'attention qui peut un peu exister dans le cas de la sclérose en plaques, mais qui est vraiment pas celle du TDAH, à mon sens en tout cas. Je vois qu'effectivement, il y a Emma qui réagissait à un peu une de vos dernières diapos sur l'importance de travailler sur la confiance en soi, qui dit qu'effectivement, la mise en exergue de ce qui fonctionne bien chez soi, ça peut servir, mais seul, c'est vrai que ça peut être dur de s'en rendre compte de toutes les capacités qu'on a encore. Mm. Et donc, c'est vrai que ça va être en groupe ou avec quelqu'un qui nous accompagne, un neuropsychologue ou une neuropsychologue ou un ou une orthophoniste, ça peut aider. Mon métier mobilise chaque fois les fonctions cognitives, donc est-ce que voilà, la rééducation n'est pas indispensable? Évidemment, c'est toujours à voir en fonction de vos difficultés et aussi du quotidien, parce que de la rééducation, c'est du temps, hein, chaque semaine, venir faire 1 heure ou 1 heure et demie. Parfois, c'est un peu moins, mais c'est du temps. Alors, si c'est bénéfique, bien sûr, il faut y aller, mais si c'est pas indispensable, c'est bien de garder aussi du temps pour parfois, voilà, d'autres choses. J'ai vu marcher, prendre du temps pour faire une sieste. Mm. Mais c'est vrai que cette remarque de dire que la rééducation n'était pas forcément essentielle quand on a une activité qui est très prenante, j'aurais pu la refaire, je pense, à une personne parce que effectivement, le travail, c'est déjà tellement coûteux en termes d'énergie qu'on peut penser que le cerveau est déjà extrêmement sollicité. Donc après, mettre en place des éléments en plus, ça peut être des fois être intéressant de manière assez ponctuelle, mais sur un long terme, c'est difficile. Enfin, c'est déjà extrêmement énergivore, hein, le fait d'une activité. Donc après, remettre en plus de la rééducation par-dessus, ça peut être un peu beaucoup, quoi. Les personnes, elles disent hein, déjà, la fin de ma journée de travail, je termine un peu sur les rotules, c'est compliqué. Donc si après on rajoute encore une demi-heure, on peut se dire que c'est pas forcément très efficace à ce moment-là de rajouter ce surplus, quoi. Peut-être le mettre de manière très très épisodique. Et je vois quelqu'un qui dit, ça évoque aussi la question du deuil, d'accepter, de ne pas chercher à se comparer avant la maladie, soi-même, et aussi, alors c'est vrai c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille ensuite avec son médecin et avec le reste du milieu médico-social, mais il y a soi-même faire le deuil, mais aussi communiquer et savoir le dire à ses collègues, à ses employeurs, à pouvoir dire, vous ne pouvez pas attendre de moi que je sois aussi efficace, aussi rapide, aussi productif ou productive qu'avant, et c'est bien normal. Tout simplement, il faut réadapter, et Estelle Lamy l'évoquait, réadapter son environnement de travail et ses conditions de travail. Alors après, voilà, euh, ça c'est pareil, ça peut se retravailler avec des professionnels ou directement avec son employeur si on est à l'aise. Mais oui, oui, faire le deuil, c'est aussi dire, eh ben,
c'est à prendre en compte et il faut adapter son quotidien en prenant ça en compte. Alors avant ça, je reprends quand même. Dans le monde du travail, ça peut être assez difficile de le dire, effectivement. Et effectivement, au besoin, on peut demander une RQTH, donc une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc ça va souvent apporter des conditions de travail adaptées, parfois une réduction du temps de travail ou en tout cas des aménagements dans le poste pour pouvoir permettre de continuer à exercer son métier, mais en prenant en compte du coup la maladie. Donc, oui, il y a aussi les épreuves de vie. Enfin, on parle du travail, mais bien sûr, il y a la vie personnelle qui joue et des deuils, des décès des proches, enfin, l'état émotionnel. On peut aussi parfois aller voir le psychiatre parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans la sclérose en plaques, il y a souvent associé, et c'est bien normal, des symptômes dépressifs. Or, la dépression va jouer sur l'énergie, la concentration, la mémoire. C'est aussi une piste. Il faut savoir s'écouter, écouter son corps et la maladie, mais écouter aussi la personne qu'on est et son état émotionnel et se dire, bon, comment je me sens? Est-ce qu'il y a beaucoup de tristesse? Mm. Vous avez parlé en introduction des difficultés de jugement. Ah non, c'était Laura Coulomb qui parlait. Ça va être je pense que c'était en termes d'interpréter ce qui se passe. Alors Laura, je vais peut-être aussi je me dis, je vous ai bloqué votre micro. Je vais essayer de vous rouvrir le micro pour que vous puissiez aussi interagir. Hop, si vous voulez. Le jugement. Je pense que c'était trouver une solution, enfin comprendre la situation et mettre un jugement sur cette situation. En fait, c'était dans le cadre de la grande introduction sur qu'est-ce que c'est finalement les fonctions cognitives et qu'on les divise en trois grandes catégories. Et parmi ces trois grandes catégories, il y a donc les fonctions exécutives et qui s'attellent plutôt à voilà, tout ce qui est planifié, juger dans une situation, prendre des décisions. C'est dans ce sens-là qu'on dit les capacités de jugement. C'est surtout bah, voilà, prendre des décisions et pouvoir juger, donner un avis dans une telle ou telle situation de manière plus ou moins rapide. C'est ça qu'on entend par les fonctions exécutives. Voilà. Hmm, tout à fait. Bon, je vois que ça partage aussi des petits jeux ou des applications pour travailler, effectivement, parce qu'il y a le côté un peu entraînement, dont Estelle a mis un peu parlé aussi. Et, euh, et, et on parle aussi un peu, ah oui, alors ça c'est la situation peut-être de double tâche, pendant que je suis en train de conduire, il y a des règles que je connais, mais je ne les applique pas. Effectivement, ça, c'est quand on est exactement, quand on est en train de, Florence répond très bien, quand on est en train de gérer la conduite et qu'en même temps il y a beaucoup de monde, il y a des gros carrefours, et ben ça peut être difficile de tout faire en même temps. Donc là, c'est vrai que la conduite, c'est à chacun d'évaluer son niveau de difficulté. Après, voilà, on peut avoir envie de réduire du coup les sorties, mais faut pas non plus enfin, trouver l'équilibre entre euh, ne pas se mettre en danger, évidemment, mais maintenir ses activités. Donc, ça peut être essayer de trouver des horaires sur lesquels il y a moins de monde, pouvoir faire les trajets sur des horaires où il y a moins de monde sur la route. Conduire sans radio et sans musique et personne à côté qui nous parle, effectivement. Ça rejoint l'idée de double tâche. Si on peut ne rien avoir qui perturbe, ça facilite la concentration sur la tâche qu'on est en train de faire, qui est de conduire. Justement, du coup, on a évoqué l'imagerie mentale. Moi, je vais vous présenter une étude où on a essayé de tester si l'imagerie mentale pouvait améliorer la mémoire prospective chez les patients atteints de sclérose en plaques. Donc, je vous fais une petite présentation. Euh, alors, est-ce que c'est bon, tout le monde le voit? Oui. Voilà. Je vous présente rapidement une recherche. Alors, j'ai intitulé ça Troubles cognitifs dans la sclérose en plaques, que fait la recherche? Moi, j'ai mené une recherche dans le cadre de ma thèse à l'Université de Nantes sur le rôle de l'imagerie mentale, le fait de se représenter mentalement les choses sur la mémoire prospective chez les patients atteints de sclérose en plaques. Donc, je fais une petite euh, description. La mémoire prospective, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mémoriser des choses qu'on veut faire dans un futur plus ou moins proche. Par exemple, demain, j'irai à mon rendez-vous à la banque.
Et donc, c'est dans la sclérose en plaques, ça fait partie des problématiques que beaucoup de personnes peuvent rencontrer. Et ça va avoir des impacts sur la vie quotidienne et notamment la vie au travail, hein. Ça va être par exemple, je savais que lundi, je devais amener tel dossier au travail, mais en fait, finalement, j'ai oublié de l'emmener. Nous, la première étude, l'objectif, c'était de déjà vérifier est-ce qu'il y a vraiment des troubles de la mémoire prospective dans la sclérose en plaques. On a déjà pas mal d'études qui tendent vers cette option-là, mais on voulait le tester avec notre étude. Donc, on a comparé des gens dans un groupe qu'on a appelé le groupe CEP. Donc, c'était là où il y avait toutes les personnes qui avaient une sclérose en plaques. Et dans un autre groupe, on a mis toutes les personnes qui n'avaient pas la sclérose en plaques, qui n'avaient pas de maladie neurologique, qu'on appelle donc le groupe contrôle. On a fait une mise en situation du quotidien. Les gens étaient dans une ville virtuelle et avant d'aller dans la ville virtuelle, ils mémorisaient 10 choses à faire dans des magasins et 5 choses à faire à des moments T, à des temps précis. Donc, par exemple, il y avait chez Darty, je vais devoir aller faire réparer ma chaîne IFI ou au bout de 5 minutes, je vais devoir aller chercher un invité à l'aéroport. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont participé à l'étude qui sont là aujourd'hui et qui reconnaîtront l'environnement virtuel dans lequel ils ont dû se balader après. Donc, on se baladait ensuite dans la ville virtuelle et il fallait bien penser à faire les actions dans les magasins et au bon moment, comme on les a mémorisées. Bon, ça, je passe dessus parce que c'était pas très intéressant. On a fait un bilan neuropsychologique complet à côté, mais on va pas détailler. Toujours est-il que le résultat de cette étude nous montre que effectivement, il y a une différence entre le groupe CEP et le groupe contrôle. Les gens qui ont une sclérose en plaques avaient en moyenne généralement plus de difficultés que les gens qui n'avaient pas de sclérose en plaques. Et là, vous voyez sur ce graphique que ça se montrait spécifiquement pour les actions qui étaient liées à un temps T. Au bout de 5 minutes, aller chercher un invité à l'aéroport, c'était beaucoup plus difficile que à la Fnac, aller chercher un guide de voyage ou chez Darty, faire réparer la chaîne IFI. Donc, ça, c'est pareil, c'est le lien avec le bilan neuropsychologique. Je vais pas m'étendre dessus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la sclérose en plaques, d'après notre étude, elle peut entraîner des difficultés de mémoire prospective, mais que c'est particulièrement difficile quand il y a du temps, quand il faut surveiller le temps, et que par contre, quand on a un repère externe, comme la devanture du magasin Darty, ça peut nous aider, on a moins de difficultés pour aller récupérer cette information. Bon, j'ai mis petite précision pour dire que voilà, ça c'était une étude. Quand on fait de la recherche, on ne pose pas de diagnostic et que cette recherche, elle permettait juste de montrer que en moyenne, les gens qui étaient dans le groupe CEP avaient plus de difficultés à retenir les actions à faire dans la ville virtuelle que les gens qui n'avaient pas de pathologie du tout. La deuxième partie de notre étude, elle visait à tester l'effet donc de l'imagerie mentale sur cette mémoire prospective. Donc l'imagerie mentale, c'est une capacité déjà qu'on a tous et toutes en général, sauf très rares exceptions, c'est se représenter mentalement des objets, des personnes, des endroits, des actions. Quand on réfléchit, quand on se projette, je ne sais pas, quand on veut faire un trajet et qu'on visualise notre trajet mentalement, on fait de l'imagerie mentale. Même quand on rêve la nuit, on mobilise l'image mentale. Et bah, dans le domaine de la remédiation de la mémoire, on peut avoir des stratégies, comme Estelle Lamy les a évoquées, qui utilisent justement l'image mentale. Visualiser mentalement un trajet, nos fiches de révision, visualiser un lieu dans lequel on range différents éléments qu'on veut retrouver. Ça peut aider à améliorer la mémorisation en général. Même pour je vois, j'ai mis l'exemple de la liste des courses, hein, visualiser le magasin et vous voir en train de passer dans le rayon frais et de prendre le fromage, ça peut vous aider à vous rappeler de faire cette action de bien prendre le fromage quand on passe dans le rayon frais. Donc ça, c'était notre hypothèse de base, c'était que l'image mentale, elle pouvait nous aider. Donc, on a revu les participants de la première étude, environ un an après, pour refaire le même exercice, mais cette fois avec une consigne d'imagerie mentale. Bon, vous voyez, on avait un peu moins de monde, mais ça, c'est pas important. Donc, il y avait toujours 15 intentions à mémoriser, 10 intentions à faire dans des magasins, 10 choses à faire, 10 actions à faire dans des magasins. Voilà, toujours à la Fnac, bah, je m'arrête acheter mon guide de voyage.
5 actions à faire à des moments précis, des tentés. Au bout de 10 minutes, je dois faire ça. Mais cette fois, au lieu de juste présenter les choses à mémoriser, les actions à mémoriser, on disait aux participants de l'étude de visualiser l'action, de se voir en train de faire l'action au moment précis ou dans le magasin défini. Et ensuite, c'était la suite de l'étude, on se retrouvait dans la ville virtuelle, on se baladait et il fallait retrouver les actions à faire dans les bons magasins et au bon moment. Notre étude, elle montre que tout le monde a bénéficié d'une amélioration de ses facultés en mémoire prospective grâce à l'imagerie. Que ce soit les gens qui n'avaient pas de maladie ou les gens qui avaient une sclérose en plaques, entre la première fois où ils ont pu faire l'étude et la deuxième fois où cette fois on a donné une consigne d'imagerie mentale, ils arrivaient à retenir significativement plus d'informations et à les retrouver au bon moment. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bon, de une, oui, la mémoire prospective, ça fait partie des fonctions qui peuvent être mises en difficulté quand il y a une sclérose en plaques. Donc oui, ça peut faire partie des difficultés. Se rappeler ce qu'on avait prévu de faire, ça fait partie des difficultés et on a pas mal de littérature dessus. Mais évidemment, comme on l'a dit en introduction, c'est de toute manière, chaque sclérose en plaques est unique. Chaque sclérose en plaques entraîne des difficultés différentes. Donc ça peut être retrouvé, mais ce n'est pas forcément systématique. Vous pouvez très bien en avoir aucune difficulté de mémoire prospective. Et comme on l'a évoqué aussi avec Estelle Lamy, on a aussi tout un tas de stratégies qu'on a spontanément mis en place qui vont faire que les difficultés vont être compensées, que ce soit en utilisant un agenda, des listes de choses à faire quotidiennement. Mais justement, parmi ces stratégies qu'on peut utiliser pour compenser les difficultés de mémoire prospective, l'imagerie mentale, bah, ça serait a priori, d'après notre étude, une bonne piste. Alors, je mets quand même que c'est une base. L'imagerie mentale, ça peut améliorer la mémoire prospective d'après notre étude et d'après certaines autres études. Mais il faudra bien sûr plus de recherche, plus approfondie. La recherche, c'est long, ça met du temps. Il faut pas mal d'études avant de pouvoir affirmer des choses. Et là encore aussi, je mets une autre nuance. L'imagerie mentale, ça semble être une bonne piste en général, mais tout dépend des gens. Et on pourra en discuter un peu. Mais voilà, il y a des gens qui sont- pour qui c'est très facile de se représenter mentalement les choses, et d'autres pour qui l'image mentale, bah, c'est pas la meilleure stratégie. Donc c'est toujours dépendant aussi de la personne et de ses préférences, entre guillemets. Voilà. Donc je finis juste avec un immense merci à toutes les personnes qui ont donc donné de leur temps pour mener cette étude, hein. C'était l'occasion aussi pour moi de remercier les gens qui ont participé. Voilà, je vais fermer donc ce petit exemple et en même temps, je ne voyais pas par contre les questions ou les commentaires. Donc, ah, oui, donc oui, il y a des gens. C'est vrai qu'on ça y est, on arrive sur la fin effectivement du temps. Après, s'il y a des gens qui veulent rester encore quelques minutes, nous, on est encore là pour échanger un peu. Ah oui, oui, voilà, il y avait la question, est-ce qu'il y aura une suite à ce webinaire? C'est pas encore, c'est pas du tout prévu pour le moment. Évidemment, moi, je pense que on l'a évoqué tout à l'heure. Si c'est une question enfin, sur laquelle vous avez vraiment envie d'explorer plus, vous pouvez effectivement demander des renseignements à votre médecin traitant ou à votre neurologue pour essayer, voilà, de peut-être faire un bilan et ensuite rejoindre des groupes, ou au contraire être rassuré sur votre fonctionnement et qu'on vous dise ça va. Je vous invite aussi à aller voir sur le site de l'association Notre Sclérose où ils partagent beaucoup de témoignages, mais aussi d'informations, de petites vidéos, de petites vignettes de médecins et de soignants qui vont un peu expliquer ce qu'ils font et, euh, et à quoi ça sert. Voilà, il y a pas mal de... Ouais, voilà, je vois, il y a quelqu'un, les vidéos sont top sur Notre Sclérose, merci, tout à fait, c'est bien. Euh, donc effectivement, voilà, il y a des pistes comme ça, mais il n'y aura pas de suite à ce webinaire a priori pour le moment. Sinon, bien sûr, on note vos adresses mail et vous serez informé si jamais il y avait une suite. Ok, il y a aussi quelqu'un qui suggère sur Facebook la sclérose, 2 points, l'essentiel, pour avoir des informations.
Voilà. Après, notre sclérose, en soi, vous êtes implanté à Nantes également, mais est-ce que vous avez un peu des liens avec d'autres régions? On est surtout implanté sur Internet, Voilà, c'est surtout ça. mais oui, avec des médecins nantais, neurologues, et merci à eux Merci à vous aussi. et merci pour ce travail, Canel, et aux neurologues et à la neuropsy, c'était top, vraiment, merci. Nous, l'association Atherosclérose on propose pas grand-chose pour la mémoire, mais en tout cas, on essaye d'informer au maximum les patients en leur donnant des informations données par des professionnels de santé qui sont experts en sclérose en plaques. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et on a plein d'autres missions, mais donc on n'est pas forcément implanté dans d'autres régions, mais comme je dis, on est vraiment sur Internet, donc on touche tous les pays francophones et voilà. Et puis donc, pas hésiter, si des patients ont des questions à nous poser sur tel ou tel symptôme ou interrogation, faut pas qu'ils hésitent. Et surtout, on a une communauté d'entraide en ligne, donc c'est de la pérédance, et ça marche hyper bien. Les patients trouvent ça chouette, parce que qui d'autre qu'un patient pour aider un patient? Hmm, Voilà. Mm. Donc voilà. complètement. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le nom de l'application éventuellement qui avait été développée, si elle est encore Ah ouais, elle est toujours bien très active? bien. Ouais, ouais. Alors, le site de l'asso, c'est notresclérose.org. Et le nom de l'application, où il y a pas mal de professionnels de Nantes, surtout, enfin, et d'autres régions, mais c'est Ma vie avec la sclérose en plaques, le nom de l'appli. Euh, je le mets. Ah oui, j'aurais pu le mettre dans le chat. Non, 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 mais je le mets en plus, effectivement, pour que les personnes qui étaient là puissent aller voir. Ah, grande question. Est-ce que la CEP entraîne des troubles émotionnels? Là encore, j'ai envie de dire un webinaire entier pourrait être lancé là-dessus. Et effectivement, on l'a évoqué, c'est un des symptômes qui peut être lié, enfin, qui n'est pas lié directement à la CEP, mais qui accompagne souvent la CEP, ça va être les troubles dépressifs. Donc, avoir des difficultés, enfin, avoir des sentiments de tristesse, de perte de motivation. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une comorbidité. Alors, ça fait peur comme mot, mais ça n'a rien de morbide vraiment, mais c'est dans le sens que ça accompagne une problématique. Donc oui, oui, les troubles émotionnels, c'est fréquent dans la sclérose en plaques. Et là encore, je vous invite effectivement à en parler avec votre médecin. Ça peut être effectivement, on n'y pense pas parce que c'est pas une maladie psychiatrique, la sclérose en plaques, mais pourtant, ça peut être très intéressant de voir un médecin psychiatre pour voir est-ce qu'il y a besoin pendant un temps d'un traitement antidépressif, antidépresseur si besoin ou pas, hein, mais voilà, en tout cas, toujours très important de ne pas négliger sa santé mentale, hein. C'est vrai que la sclérose en plaques, on est très envahi par les questions de santé physique, troubles moteurs, mais évidemment, dans un sens comme dans l'autre, effectivement, c'est important voilà, de prendre tout en compte. Donc effectivement, voilà. Bon, je pense qu'on va voilà, pouvoir. Je vais arrêter déjà l'enregistrement parce que